Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu tech en quelques petites minutes. Ce week-end a été plutôt chargé, vous allez voir, on va beaucoup parler de batterie aujourd'hui. Vraiment beaucoup de batterie, dans le bon comme dans le mauvais sens de ces petites merveilles qui sont un peu partout dans tous vos gadgets. On commence avec des batteries qui vont équiper des téléphones très sexy puisque on est à quelques jours maintenant de la présentation du fameux Oppo Find X5 Pro et on apprend que ce dernier n'embarquerait pas un SoC Snapdragon 8 Gen 1 mais bien un SoC de chez MediaTek, le fameux Dimensity 9000 qu'on attend au tournant. Ce dernier, sur le papier, attention, pourrait être encore supérieur à la référence du genre de chez Qualcomm. Et c'est encore un nouveau bon point pour Oppo, qui, je vous le rappelle, donnera aussi dans la photo avec un partenariat côté Hasselblad et aussi un chipset dédié, le fameux Mari Silicon. Autre smartphone que l'on attend impatiemment et qui va arriver un petit peu plus tard, il viendrait de chez Motorola, il n'arriverait qu'en juillet, mais ce dernier embarquerait un Snapdragon 8 Gen 1 Plus. C'est la course à la puissance. Le Motorola Frontier aurait également des spécificités très haut de gamme en termes de mémoire d'écran et aussi de photos, avec, vous le voyez ici, potentiellement un capteur 194 millions de pixels. Que va-t-on faire de tout cela ? Je ne sais pas, mais ce sera peut-être pour justifier d'avoir un SoC encore plus puissant. Enfin, et très rapidement, le dernier smartphone Android dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il est juste très beau. C'est le futur OnePlus 10 Pro en White Edition, Extreme White, voilà. Il est très beau. Je vous rappelle que ce téléphone, on l'attend toujours. Il n'est pas officiel en France. S'il vous plaît, OnePlus, dépêchez-vous un petit peu. Voilà, c'est peut-être le plus beau téléphone de l'année. On va rester dans les batteries. Et je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, on avait lancé un sondage avec DxOMark pour savoir comment vous gériez justement vos batteries de smartphone. Est-ce que vous privilégiez la recharge rapide ou l'autonomie ? Est-ce que vous rechargez dès que vous êtes à côté d'une prise ? Est-ce que vous attendez d'être à vide pour recharger ? On a les résultats des sondages et vous allez voir, certains sont assez étonnants. Notamment la recharge rapide dont tous les fabricants parlent à longueur de journée. Elle ne vous intéresse pas tant que ça. Le plus important, c'est l'autonomie absolue de la batterie en premier. Le reste, on verra. Autre point important, c'est comment vous rechargez vos batteries avec la fameuse règle des 80-20 qui est plutôt bien respectée. Félicitations à vous. Et puis enfin, on finit surtout avec des conseils pour mieux gérer vos batteries et mieux gérer l'effet de mémoire et la perte de performance. Donc, lisez bien ces petits conseils, partagez-les à vos amis. On mettra évidemment le lien de cet article sous la vidéo en description. On enchaîne avec les batteries et tout ce qui est un petit peu green, donc au-delà des batteries, avec ZDNet qui a tenté de comparer Apple et Samsung dans leur politique écologique. Je vous rappelle que les 2 géants de l'électronique n'arrêtent pas d'expliquer qu'ils sont toujours plus écolos. Alors est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est vrai ? C'est évidemment un petit mélange des deux, mais après avoir passé en revue toutes les initiatives d'Apple et de Samsung, vous verrez que l'un et l'autre ont des approches différentes de l'écologie et de rendre leurs produits un peu plus verts, et que globalement, Samsung est en avance sur tout ce qui est gestion du plastique et des produits recyclés, là où Apple est en avance un peu sur tout ce qui est gestion plutôt du suivi logiciel et notamment des matériaux, mais des métaux utilisés pour leur téléphone. À la fin, la conclusion qui donne un petit peu, on va dire, le smile, comme dirait l'autre, c'est que les 2 constructeurs, les 2 géants, vont au-delà des recommandations demandées par les organisations de type Greenpeace, donc ce qui est déjà bien. Évidemment, on est encore très loin d'atteindre des objectifs verts acceptables pour le futur de la planète, tout simplement. Mais on va dire qu'on est en chemin et que les 2 géants, pour une fois, ne sont pas les bonnets d'âne de la classe, mais plutôt les bons élèves. On enchaîne avec des histoires de batterie justement, et des histoires de batterie qui rigolent moins. Les batteries au lithium, il y en a absolument partout, c'est très pratique, ça coûte pas cher. On est en train de les utiliser pour gérer nos appareils, nos gadgets. On les utilise également pour stocker notre énergie. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un problème comme un incendie par exemple, les batteries au lithium sont très difficiles à éteindre et même beaucoup de services de type pompiers ne sont pas vraiment équipés pour éteindre ce genre d'incendie. Et on avait vu notamment en Angleterre des usines de batteries qui flambaient sans jamais s'arrêter parce qu'elles étaient un peu impossibles à éteindre. Ça vient d'arriver encore une fois ici, mais dans une usine aux États-Unis, avec un court-circuit qui a été causé par une arrivée d'eau et qui a fait flamber des batteries au lithium. Pareil, ces dernières sont impossibles vraiment à éteindre. L'avantage, c'est que les usines aujourd'hui sont construites en silo, ce qui permet en fait au feu de ne pas vraiment se propager. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on a aussi vu un bateau qui est littéralement abandonné en mer et qui contient des centaines, voire des milliers de véhicules du groupe Volkswagen. Donc des Volkswagen, mais aussi des Porsche, des Audi, des Seat. Et ces dernières sont en train de brûler sans s'arrêter avec un incendie littéralement inarrêtable puisque ce bateau est du coup rempli de voitures électriques et donc de voitures avec des batteries Lyon. Donc coup dur pour l'écologie, coup dur pour le groupe Volkswagen et on ne sait pas vraiment comment on va pouvoir arrêter ce type d'incendie lorsqu'il l'adviendra sur des bateaux. On attend peut-être de voir si les transporteurs vont avoir des nouveaux systèmes qui permettront de circonscrire ces incendies. Là pour l'instant on est littéralement avec une torche de plusieurs centaines de mètres de long qui navigue au large
Voilà, en toute liberté, c'est assez triste à voir. Peut-être qu'il y aura moins de batteries dans Paris, puisque la capitale française a annoncé que pour les JO de 2024, elle allait circonscrire la plupart des véhicules thermiques et des voitures notamment dans son centre. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 premiers arrondissements de la rive droite et une partie qui longe la Seine de la rive gauche. Ça devait arriver en 2022, ça a été repoussé pour 2024. Je vous rappelle que Paris suit le mouvement de plusieurs grandes capitales mondiales et notamment européennes, comme Bruxelles, Madrid, Berlin, etc., Londres, pour repousser les voitures de leur centre-ville. Vous connaissez l'histoire, pollution, saturation de la circulation, etc. etc. Je vous laisserai m'expliquer dans les commentaires avec toujours autant de bienveillance, vous me faites très plaisir. Si vous trouvez que c'est pour vous une bonne ou une mauvaise solution, en tout cas c'est en marche. J'ai pas voulu la faire celle-là, je suis désolé. On enchaîne avec très rapidement. Vous savez qu'on teste des choses, on s'arrête jamais. On a fait plus de 1000 tests en 2021 sur le numérique. J'ai pas eu le temps ces derniers jours de vous parler des tests. On en a vraiment plein en stock. Mais les dernières sections de tests qu'on a pourraient vous intéresser, puisque eh bien, si vous êtes parisien et que pour vous chaque mètre carré compte, parce que chaque mètre carré vaut aujourd'hui plus de 10 000 euros, vous aurez peut-être l'occasion de mesurer ça très précisément le jour où vous allez louer ou acheter. Des bisous à Briac, notre monteur, vient de trouver un appartement pour un prix. Un télémètre laser. On a lancé nos tests et nos comparatifs de télémètre laser. Ils sont évidemment très pratiques, ces outils, pour mesurer très précisément des grands volumes. Et notre cher et intrépide Rémi s'est lancé dans les tests de ses premiers chez Bosch, Powerman et D-Tape. Passons maintenant un petit peu au réseau et à l'internet avec un père de famille qui va se retrouver un peu, enfin qui est déjà un petit peu dans la panade. Je vous parlais il y a quelques temps du contrôle parental, notamment autour de l'accès internet, l'accès à certains services pour les enfants. Ce papa avait acheté un brouilleur pour empêcher ces deux adolescents d'aller sur internet en secret sur leur smartphone après minuit. Il n'en pouvait plus de les voir scotchés sur leur téléphone. Le problème, c'est que son brouilleur a très bien marché puisqu'il a coupé internet à littéralement tout le quartier. Et que, après avoir reçu des dizaines de plaintes, les services télécoms locaux ont mené une enquête, se sont baladés dans les rues pour découvrir qu'en fait, ça venait de ce papa qui était très content, puisqu'il pensait enfin empêcher ses enfants d'aller sur Internet. Le problème, c'est qu'il va se retrouver devant beaucoup de plaintes, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, brouiller des signaux comme ça à grande échelle, c'est interdit et il risque à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. J'espère que pendant qu'il purgera sa peine, ou qu'il la purgera légèrement, ces enfants resteront sages, bien sûr. On est désolé pour ce papa, je pense qu'il était plus maladroit que malveillant. Réseaux sociaux, on va parler de maintenant Horizon. Je vous rappelle qu'Horizon est un peu le métavers, la plateforme de réalité augmentée et virtuelle de Meta et donc de Facebook. Horizon a explosé depuis le lancement en grande pompe des travaux pour transformer Meta en société du métaverse avec 300 000 utilisateurs. Voilà, c'est 10 fois plus qu'auparavant. C'est évidemment très peu si on regarde les chiffres des autres services méta qui se comptent plutôt en centaines de millions, voire en milliards, mais ça prouve bien que les choses sont en train de grandir sur ce réseau. Est-ce qu'il y aura des fake news sur Horizon, mais des vrais gens qui viendront avec leur avatar vous donner des fake news? Je ne sais pas, mais on va parler peut-être fake news maintenant. Et on commence avec Truth, le très bien nommé Truth Social, le réseau de la vérité, le réseau de Donald Trump qui se fait attendre et qui devrait sortir aujourd'hui. C'est le President Day aux États-Unis et c'est le jour qu'aurait choisi Donald Trump pour enfin lancer son réseau social. Je vous rappelle qu'il sera en fait un reskin de Mastodon, mais chut, ne le dites à personne. On verra s'il a toujours autant de problèmes de sécurité et si justement ils ont réglé leur petit litige avec Mastodon. Et en parlant de fake news, une news qui a intéressé beaucoup de monde ce week-end, le ou les fondateurs de QAnon, le mouvement complotiste très célèbre né aux États-Unis, auraient été démasqués, le tout grâce à de l'intelligence artificielle notamment, puisque deux équipes de chercheurs, une en Suisse et une en France, ont utilisé des méthodes différentes. Un logiciel en Suisse classique et un logiciel basé sur une IA entraînée en France. Et les deux équipes sont arrivées à la même conclusion avec un taux de précision extrêmement haut, entre 90 et 99%. Ce sont normalement deux personnalités justement connues du monde de QAnon. Le premier, Ron Watkins, qui était un promoteur qui avait voulu se lancer dans la politique ensuite. Et l'autre est Paul Farber, qui est un développeur sud-africain, qui seraient les deux personnes qui écrivaient au nom de Q. Dans le monde de la stylométrie, justement l'étude et les sciences pour reconnaître des personnes, notamment avec leur style d'écriture, ces deux recherches ont été validées à la quasi-unanimité, en expliquant qu'elles étaient extrêmement fiables et que du coup leur conclusion était assez définitive. Pour l'instant, Paul Farber n'a pas voulu réagir à cela et Ron Watkins a expliqué que c'est plutôt lui qui avait commencé à écrire comme Q à force de lire Q, parce que Q était son inspiration. On reste aux États-Unis, on va passer maintenant à la crypto avec le FBI qui va se doter d'une unité de lutte de crime
de crypto, voilà tout simplement. Alors, après avoir eu New York Police d'État et autres NCIS, on aura bientôt des séries télé du dimanche soir qui sera FBI Crypto Police. Ça va arriver puisque le FBI décide de réagir. Il y a eu des centaines, voire des milliards de dollars aujourd'hui de crypto qui ont été utilisés à des fins, on va dire, criminelles. Et il faut se bouger un peu les fesses. Ce sera peut-être en Ukraine, puisque l'Ukraine avance sur la crypto et le Bitcoin notamment, puisque le Bitcoin est désormais reconnu officiellement avec un statut légal en Ukraine. Je vous rappelle que dans ces temps de tensions extrêmement vifs, j'arrive même plus à savoir si la Russie va envahir l'Ukraine ou si Emmanuel Macron a réussi à sauver le monde, l'Ukraine et beaucoup de mouvements de résistance avaient demandé des dons en crypto-monnaie qui sont évidemment plus simples à faire transiter vers l'Ukraine que d'autres dons. Et du coup, l'Ukraine va offrir peut-être un statut légal au Bitcoin à d'autres crypto-monnaies. Comme quoi, vous savez que même si aujourd'hui, ça va pas très bien pour le cours du Bitcoin, ça va plutôt bien pour son adoption. Et enfin, côté adoption justement, une étude nous montre de chez KPMG que déjà 10% des Français sont exposés aux crypto-monnaies, que ce soit des NFT, des tokens, des projets professionnels. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi personnellement, je le suis un petit peu. Mais 10%, ça commence déjà à faire de plus en plus. On estime qu'environ 3% dans le monde des gens ont plus ou moins de la crypto-monnaie ou plus ou moins déjà investi ou testé. Terminons avec des médias et du gaming. C'est une bonne émission aujourd'hui. Donc très rapidement, première chose, on n'arrête plus Ridley Scott. Je vous avais parlé de Blade Runner en série télé. Désormais, c'est Alien en série télé qui va arriver. Alors attention, Ridley Scott ne sera ce coup-ci pas aux commandes. Et surtout, ce sera une préquelle qui se passera avant les événements avec Ripley. Peut-être un entre-deux entre les deux trilogies Alien auxquelles on a eu droit. Donc est-ce que ce sera aussi bien que les 4 Aliens que l'on connaît? Est-ce que ce sera mieux que Prometheus et compagnie? On verra, ce sera sur FX. Autre point, Tic et Tac sont de retour. Oui, Tic et Tac sont de retour. Et avec un trailer extrêmement edgy, extrêmement méta, puisque l'un est en 2D, l'autre est en 3D. Ils font beaucoup de blagues sur toutes les histoires de reboot et de remake, mais ça a l'air plutôt drôle et ça pourrait animer en tout cas vos petites soirées sur Disney+. Attention, c'est une version un peu plus adulte que Tic et Tac auquel vous imaginez. Dernier point série télé, The Last of Us arrivera toujours sur HBO, toujours avec le showrunner de Tchernobyl, toujours avec des acteurs qui donnent envie, sauf que ça n'arrivera qu'en 2023. La série a été repoussée un petit peu, j'ai envie de dire, tant que c'est qualitatif, allez-y. Ensuite, repousser la sortie de quelque chose, ça ne garantit pas sa qualité. Et j'en veux pour preuve Uncharted qui s'est fait un peu cramer la tronche par les critiques et par les gens qui ont été voir ce film. L'adaptation donc d'Uncharted qui va quand même atteindre les 140 millions de dollars de recettes, ça la rend rentable. Même si, encore une fois, on a l'impression qu'elle rentre dans la grande tradition des adaptations de jeux vidéo au cinéma, un peu qui n'ont pas bien compris l'esprit du jeu vidéo, mais c'est pas grave, il y a des stars d'Hollywood et on va dire que c'est rentable. Et on termine justement sur du gaming avec 2 points Microsoft. Le premier, c'est CNBC qui a réussi à découvrir un peu les coulisses du rachat de Microsoft, qui a racheté donc Activision Blizzard King, et on a vu que au lendemain où justement Phil Spencer s'était un peu ému de ce qui se passait chez Activision, je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de révélations sur les coulisses d'Activision et son PDG Bobby Kotick, dans la foulée, Microsoft étant Microsoft, en public ils se sont un peu émus en disant que c'est affreux ce qui se passe chez Activision, et dans la foulée littéralement ils ont contacté Activision pour dire les gars, ce serait le moment qu'on vous rachète, vous n'avez plus trop le choix, vous êtes dos au mur. Bref, un article à lire comme si vous regardiez un épisode de Succession entre négociations sans pitié, mais rien de personnel, Bobby, et millions de dollars en jeu et réputation en jeu. C'est extrêmement intéressant sur CNBC. Dernier point Microsoft, presque aussi difficile et cruel, l'e-sport sur Excel. Je vous rappelle qu'au mois de décembre, il y a bien eu une Coupe du Monde d'Excel, pas créé par Microsoft, mais auquel Microsoft a apporté 10 000 $ de cash prize. Et c'est un milieu absolument incroyable où des candidats, des concurrents s'amusent à créer des modélisations financières selon certaines contraintes, le tout commenté par des casteurs comme les meilleurs moments de League of Legends et de Counter-Strike Go. Cette Coupe du Monde d'Excel, ce cher Nodus de chez Gamecult s'est penché et a été à la rencontre des différents protagonistes derrière. Et je vous jure que cette enquête est à l'image de l'e-sport Excel. Vous dites quel est le fuck au début et à la fin vous êtes absolument passionné par tout cela. C'est aussi ma lecture du jour sur Gamecult. C'est la fin de cette grosse condensée, mais bon, on est lundi, c'était le week-end. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. À très vite et merci encore.